Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une déclaration qui, en apparence, peut sembler classique dans le bras de fer entre Washington et Téhéran, mais qui, lorsqu'on l'écoute attentivement, révèle en réalité beaucoup plus. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que si les États-Unis attaquaient l'Iran, Téhéran frapperait les bases américaines dans la région du Golfe Persique. Une phrase courte, directe, presque froide. Mais que dit-elle vraiment de l'état du rapport de force ? Cette déclaration n'est pas une simple menace rhétorique. Elle s'inscrit dans une logique stratégique très précise, presque chirurgicale. L'Iran ne parle pas d'attaquer le territoire américain, ce qu'Araghchi exclut explicitement, mais de cibler les infrastructures militaires avancées des États-Unis dans la région. Autrement dit, Téhéran rappelle où se situe, selon lui, le véritable champ de bataille possible. Et c'est justement ce point qui interpelle. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette insistance sur les bases américaines ? Et pourquoi prendre soin de préciser que les pays voisins ne seraient pas visés ? Est-ce une tentative d'apaisement régional ou au contraire une mise en garde très calculée adressée à Washington ? C'est toute la question. Et pour y répondre, il faut dépasser la surface des mots et entrer dans la mécanique profonde de la dissuasion iranienne, de ses lignes rouges et de ses messages envoyés à la fois aux États-Unis, aux alliés régionaux et au reste du monde. Entrons dans le cœur de cette déclaration. Abbas Araghchi affirme très clairement que, en cas d'attaque américaine, l'Iran frapperait les bases américaines dans le Golfe Persique, tout en excluant explicitement toute attaque contre le territoire américain lui-même. Dit comme cela, on pourrait presque y voir une forme de retenue. Comment faut-il interpréter ce cadrage très précis ? Il est fondamental. L'Iran ne parle pas sous le coup de l'émotion, mais dans un registre de dissuasion rationnelle. En droit et en pratique stratégique, Téhéran pose un cadre. Il ne cherche pas l'escalade globale, encore moins une guerre directe avec les États-Unis sur le sol américain, ce qui serait militairement irréaliste et politiquement suicidaire. En revanche, il rappelle que les forces américaines déployées dans la région constituent une vulnérabilité concrète, immédiate et légitime dans une logique de riposte. Donc ce n'est pas seulement un message adressé à Washington, mais aussi à l'opinion régionale ? Absolument. Quand Araghchi précise que cela ne signifierait pas attaquer les pays voisins, il parle d'abord aux États du Golfe. L'Iran cherche à dissocier les bases américaines de leur pays hôte. Le message est clair, notre conflit est avec la présence militaire américaine, pas avec Doha, Abu Dhabi ou Manama en tant qu'État souverain. C'est une tentative de fissurer l'alignement automatique entre Washington et ses partenaires régionaux. On sent aussi une volonté de renverser le récit dominant, celui d'un Iran présenté comme intrinsèquement agressif. Exactement. Téhéran se positionne comme un acteur réactif, non initiateur. La formule est toujours la même si Washington nous attaque. Cette conditionnalité est essentielle. Elle permet à l'Iran de se présenter comme un État rationnel qui répondrait à une agression et non comme une puissance cherchant l'affrontement. C'est un discours calibré à destination des chancelleries, mais aussi des opinions publiques du Sud global, très sensibles à la question de la légitime défense face à une puissance militaire dominante. En somme, derrière une phrase très courte, on a déjà une architecture stratégique complète. Exactement. Une architecture de dissuasion régionale fondée sur la clarté des cibles, la limitation volontaire du champ de confrontation et un effort constant pour apparaître comme l'acteur le plus responsable du face-à-face. Vous évoquez les bases américaines comme une vulnérabilité centrale. Concrètement, de quoi parle-t-on quand l'Iran dit qu'il frapperait les bases américaines dans le Golfe Persique ? Quelle réalité militaire cela recouvre-t-il ? On parle d'un réseau extrêmement dense et, paradoxalement, très exposé. Les États-Unis disposent de plusieurs dizaines de sites militaires dans la région, dont des bases majeures comme Al-Udeid au Qatar, qui accueille le commandement avancé du CENTCOM, Al-Dhafra aux Émirats arabes unis, la base navale de Bahreïn qui abrite la 5e flotte, ou encore des installations en Irak et au Koweït. À elles seules, ces bases concentrent des dizaines de milliers de soldats, des avions de combat, des drones, des systèmes de renseignement et des capacités logistiques critiques. Ce sont donc des piliers de la projection de puissance américaine au Moyen-Orient. Exactement, mais des piliers géographiquement contraints.
La plupart de ces bases se situent à quelques centaines de kilomètres du territoire iranien. Cela les place largement à portée des missiles balistiques et de croisières iraniens, dont certains ont une précision désormais inférieure à 10 mètres selon plusieurs évaluations occidentales. L'Iran a déjà démontré cette capacité en janvier 2020 lorsqu'il a frappé la base d'Ain al-Assad en Irak en représailles à l'élimination de Qassem Soleimani. À l'époque, plus d'une centaine de soldats américains avaient été blessés, principalement par des traumatismes cérébraux, sans qu'aucun missile ne soit intercepté. Cet épisode reste un précédent très lourd symboliquement. Il l'est, parce qu'il a montré deux choses. D'abord, que l'Iran est capable de frapper directement des forces américaines sans passer par des acteurs intermédiaires. Ensuite, que les systèmes de défense antimissiles déployés autour de ces bases ne garantissent pas une protection totale. Dans un conflit plus large, la multiplication des frappes, leur saturation et leur combinaison avec des drones ou des attaques cyber pourrait mettre ces infrastructures sous une pression considérable. Ce qui expliquerait pourquoi l'Iran insiste autant sur ce levier. Absolument. Pour Téhéran, ces bases ne sont pas seulement des cibles militaires. Elles incarnent la présence américaine dans la région. Les frapper, c'est frapper le cœur du dispositif stratégique des États-Unis au Moyen-Orient, là où le coût politique, militaire et symbolique serait maximal. Abbas Araghchi a également été très clair sur deux dossiers sensibles, le nucléaire et les missiles. Il affirme que l'Iran n'exportera pas son uranium enrichi et qu'il ne discutera pas de son programme balistique. Pourquoi rappeler ces lignes rouges précisément maintenant ? Parce que Téhéran veut éviter toute ambiguïté. En affirmant que l'uranium enrichi ne quittera pas le pays, l'Iran réaffirme un principe de souveraineté. Le message est simple, le niveau d'enrichissement sera ajusté aux besoins iraniens et non aux pressions extérieures. C'est une manière de rappeler que le nucléaire est, aux yeux de Téhéran, un levier de négociation, pas une concession préalable. Et sur les missiles, le refus est catégorique. Oui, parce que le programme balistique est considéré comme strictement défensif. L'Iran ne dispose ni d'une aviation moderne comparable à celle des États-Unis, ni d'un réseau d'alliances militaires formelles. Les missiles constituent donc l'outil central de sa dissuasion. En refusant d'en discuter, Téhéran signifie que toute négociation qui ignorerait ces impératifs sécuritaires est vouée à l'échec. En résumé, ces déclarations encadrent très fermement le champ du possible. Exactement. L'Iran fixe ses lignes rouges pour éviter les malentendus et rappeler que la dissuasion repose sur la cohérence, pas sur la concession unilatérale. Si l'on élargit maintenant le regard, que nous dit cette séquence sur l'état réel du rapport de force entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi sur la stabilité régionale ? Elle révèle une asymétrie très particulière. Les États-Unis conservent une supériorité militaire globale incontestable. Mais dans l'espace du Golfe Persique, cette supériorité devient coûteuse et vulnérable. La densité des bases américaines, leur proximité géographique avec l'Iran et leur rôle central dans la projection de puissance transforment ces installations en points de pression stratégique. L'Iran le sait, et c'est précisément pour cela qu'il centre son discours sur ces cibles-là. Et comment ce message est-il perçu par les acteurs régionaux ? Avec beaucoup d'attention. Les monarchies du Golfe, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis ou Bahreïn, se retrouvent comme dans une position délicate. Elles accueillent au chef des bases américaines tout en cherchant à éviter d'être entraînées dans une confrontation directe. La précision d'Araghchi, lorsqu'il affirme que l'Iran ne viserait pas les pays voisins, vise clairement à rassurer ces États et à les encourager à maintenir une certaine distance politique vis-à-vis d'une escalade américaine. Cela affecte aussi la crédibilité de la dissuasion américaine ? Indéniablement, la dissuasion ne repose pas uniquement sur la puissance, mais sur la perception du coût acceptable. Or, plus l'Iran démontre sa capacité à infliger des pertes localisées mais politiquement sensibles, plus la question du seuil de tolérance américain se pose. Dans ce jeu, Téhéran ne cherche pas à gagner une guerre, mais à rendre son déclenchement trop risqué pour être rationnellement choisi. Cette déclaration iranienne rappelle une chose essentielle. Dans le Golfe Persique, la dissuasion ne se joue pas sur des slogans, mais sur des vulnérabilités très concrètes. En ciblant clairement les bases américaines, Téhéran fixe ses lignes rouges et cherche avant tout à empêcher l'escalade plutôt qu'à la provoquer. Reste une question ouverte.
Cet équilibre de la peur est-il encore stabilisateur ou devient-il de plus en plus fragile? Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle émission.